Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes le 11 mai, samedi 11 mai 2019. Nous sommes arrivés au 140e CITREP. Nous approchons les 3 années complètes d'information grâce à toi. Alors concernant le bilan cette semaine, c'est assez contrasté, mais bon, ça progresse quand même malheureusement dans le mauvais sens. Ouais. Parce que bon, on a un léger recul en termes de nombre de munitions tirées, etc. Mais enfin, il y a quand même toujours beaucoup de destruction, tant dans les habitations que les infrastructures civiles. Puisque du 4 au 10 mai 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 64 reprises, donc on est un petit peu moins que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 5 obus d'artillerie de 152 mm, dont on avait parlé samedi dernier, 188 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là aussi on est un peu en dessous de la semaine dernière, et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 902 munitions, donc là aussi un petit peu moins que la semaine passée, mais enfin, c'est pas un recul transcendantal. Ouais. On montrera le graphique de la semaine, on verra que c'est très inégal, ça a commencé relativement léger, on va dire ça comme ça, et ça a augmenté assez brutalement. Oui, jusqu'à la veille du 9. Ouais, c'est ça, c'est toujours très irrégulier, c'est-à-dire on a des jours où c'est relativement calme et puis des jours où il se déchaîne, quoi. C'est selon le moment. Bon, à la veille du 9, on comprend, puisque c'est au moment des festivités ici, puisque pour les néo-nazis de Kiev, forcément, la victoire sur le nazisme, pour eux, c'est une défaite. Oui, forcément. Ces tirs, en tout cas, ont touché 20 localités de la République et il faut y ajouter les 15 violations et 191 munitions, dont 45 obus de mortier de 82 et 120 mm tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Alors, en termes de victimes et de destruction, cette semaine, suite à ces tirs, on a eu 2 civils qui ont été blessés, 7 habitations endommagées et les stations de pompage de Vassilievka et celles d'épuration de Donetsk ont été visées 3 fois par les forces armées ukrainiennes cette semaine. Oh, il y avait longtemps, hein. Non, mais je leur rappelle que s'ils endommagent ces stations, eux aussi seront privés d'eau courante. Oui, mais bon, voilà, petit rappel quand même. C'est le problème des imbéciles, si tu veux. Il faut qu'ils soient nés dans le caca pour se rendre compte qu'il y a de la... Voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Concernant le travail de l'OSCE, encore une fois, les drones de l'organisation ont été pris pour cible par l'armée ukrainienne pour les empêcher de voir près de la ligne de front des armes lourdes qui ont rien à y foutre, qui sont interdites par les accords de Minsk. Ainsi, le 4 mai, des soldats ukrainiens situés à Zaïtsevo ont ouvert le feu avec des armes légères contre un drone de l'OSCE, obligeant les observateurs à faire atterrir l'engin. Vers Mariupol, ce sont plutôt des moyens de guerre électroniques qui sont utilisés pour brouiller le signal des drones et les faire tomber. Donc on aura une petite carte qui montre un petit peu les endroits où ils sévissent principalement. Malgré ces tentatives de masquer ce qui se passe, l'OSCE a quand même réussi à enregistrer la présence de quelques armes lourdes interdites par les accords de Minsk près de la ligne de front. Et pas du léger, puisqu'elles ont détecté 4 lance-roquettes multiples ouragans de 220 mm et un obusier des 30 de 122 mm. D'accord. On rappelle que l'ouragan balance des missiles de 360 kg pièce. C'est juste pour avoir une petite idée du potentiel de destruction de l'animal, comme on dit. La dernière fois qu'il y en a un qui est tombé ici, c'était sur la place du Motel début 2017, qui a quand même un très gros rond-point à 3 voies. Ça a bien donner un peu une idée de la taille du schmilblick, quand même. Toute la place a été dévastée. Je veux dire, les magasins qui étaient de l'autre côté de l'endroit où c'est tombé ont été complètement soufflés. Et celui qui était juste à côté, alors lui, il a été il a été rasé quasiment jusqu'aux fondations. Et un lanceur possède 16 missiles, sauf erreur. Ouais. Donc un seul, là il y en avait 4, c'est ça? Là, on avait un seul missile qui avait été tiré. Non, mais je veux dire là, des armes... les 4, là, ceux qui ont été détectés par le CE, il y en a 4. Donc voilà, vous faites le calcul, ça vous fait 64 missiles. De quoi dévaster tout un quartier, en gros. Ouais. Un grand quartier. Ouais. Et puis, les crimes des soldats ukrainiens contre les civils de la zone qu'ils occupent se poursuivent. Ainsi, le 6 mai, alors qu'ils étaient complètement beurrés, 2 soldats du 20e bataillon de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes, vous savez, ceux qui ont été récompensés pour leurs superbes tirs contre les ambulances, les camions,
de carrières, d'usines, etc. Vous savez, c'était eux aussi qui avaient tiré contre les employés de la société Eau du Donbass aussi. Voilà. C'est pour vous situer un petit peu le niveau de connard. Voilà. Oui. Et ben, ils n'ont rien trouvé de mieux une fois rond comme des queues de pelle que d'attaquer un civil à Avdiivka. L'homme a résisté, résultat, ils l'ont sévèrement battu, il a été amené à l'hôpital dans le coma et il y est mort sans avoir jamais repris conscience. C'est des libérateurs, hein, ce que tu veux. Hein, ouais, à la mode ukrainienne, voilà. Avec le sponsoring américain, évidemment. Voilà, c'est magnifique quand même. Hein. Je dis avec des libérateurs comme ça, t'as pas besoin d'un occupant. Hein. Ah bah c'est clair, oui. Voilà. Alors, la police militaire s'est lancée à la recherche des 2 responsables. L'un des 2 coupables ayant appris la mort de leur victime a fui l'unité. Et le commandant de la brigade, n'ayant pas envie que ça rejaillisse sur lui et pour éviter que le scandale ne retombe à la fois sur sa gueule et sur la brigade, a décidé de virer rétroactivement le soldat qui a fui. D'accord. Pour faire genre, il était déjà plus dans l'unité quand il a fait ça, quoi. Ah, il s'arrange bien, hein. Ah. C'est de mieux en mieux, hein. Non, mais ça m'étonne pas, je veux dire, quand tu décores des gens pour avoir tiré sur des ambulances, des camions sur des camions de chantier, les employés de la société du Donbass, la station de pompage. Oui. Vous attendez à quoi? Pas grand chose de différent, hein. Voilà. Alors j'en avais parlé brièvement la semaine dernière, mais donc samedi dernier 4 mai avait eu lieu à Donetsk la prestation de serment des 77 premiers membres de la Jeune Garde, Jeune Armée, une nouvelle organisation patriotique créée en République populaire de Donetsk. L'événement avait été organisé près du monument dédié aux libérateurs du Donbass et du musée de la guerre, hein, donc c'est dans le parc qui est juste à côté du gros stade là, du Donbass Arena. Le chef de la République, Denis Pouchiline, plusieurs ministres, mais aussi plusieurs héros de la RPD étaient présents pour recevoir les prestations de serment de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes patriotes. Alors je vais vous mettre une petite traduction du serment qu'ils ont prêté pour voir un peu à quoi ils s'engagent. Rejoignant les rangs du mouvement militaro-patriotique Jeune Garde, Jeune Armée, face à mes camarades, je jure solennellement d'observer les règles du mouvement, d'être un jeune soldat honnête et d'être toujours fidèle à ma patrie, d'être toujours un défenseur des faibles, de surmonter tous les obstacles dans la lutte pour la vérité et la justice, de chercher les victoires dans l'éducation et le sport, mener une vie saine, me préparer au service et à la réalisation pour le bien de la République, enseigner la mémoire des héros qui ont combattu pour la liberté et l'indépendance de notre patrie, la République populaire de Donetsk. C'est avec honneur et fierté que je porte le grade de jeune soldat, je le jure. Voilà, c'est quand même un petit truc pas mal quand même. Ouais. Donc là, pour cette première prestation de serment, 77 membres du mouvement étaient présents. Ces jeunes patriotes sont en fait issus de clubs et d'associations militaro-patriotiques, militaro-historiques, certaines sont même carrément sportives. Ils ont décidé de rejoindre ce mouvement récemment créé pour apprendre l'histoire de la République, celle de leur ville, mais aussi recevoir des enseignements patriotiques et militaires, ainsi que des bases de maniement des armes. Le mouvement a été créé en RPD le 5 avril 2019. La charte avait été validée par l'état-major de la RPD qui a défini des divisions territoriales. Donc il y a une division territoriale Donetsk et autour, Gorlovka et la région environnante, comme Somolski et au sud Novoazovsk. La limite d'âge pour pouvoir en faire partie, c'est de 8 à 35 ans. Donc je suis trop vieille pour ça. Les membres du mouvement participent à des entraînements sportifs militaires, à des réunions sur le tourisme et l'histoire locale, des compétitions sportives, des excursions et d'autres événements. La cérémonie a aussi été l'occasion de présenter la bannière du mouvement qui a été symboliquement remise par le chef de la RPD, Denis Pouchiline, au chef du mouvement, Victor Poudak, qui est aussi en fait le chef adjoint du département d'éducation militaro-patriotique et de la formation de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme. Le but est de préserver les traditions patriotiques, augmenter le prestige du service militaire, aider les jeunes à se développer physiquement et intellectuellement et à avoir un mode de vie sain. Il faut savoir qu'un mouvement similaire, la Jeune Armée, existe en Russie depuis 2016, créé à l'initiative du ministère de la Défense avec le soutien de Vladimir Poutine. Ce mouvement compte aujourd'hui plus de 480 000 participants en Russie, donc ça marche bien. Hein. Le chef de l'État, Denis Pouchiline, s'est adressé aux jeunes patriotes après leur prestation de serment pour souligner l'importance de cette journée, les féliciter du choix honorable qu'ils font de se mettre au service de la patrie. Ils ont défilé le 9 mai
pour le jour de la victoire et encore aujourd'hui là pour le jour de la République. J'en ai interviewé plusieurs, ils étaient très enthousiastes en tout cas, et donc je pense que ça aura le même succès qu'en Russie. Je pense que ça va bien cartonner ce mouvement-là, et je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Enfin, c'est mieux d'envoyer tes gamins faire ça que de les laisser toute la journée devant la télé ou à s'abrutir devant Hanouna ou les anges de la télé-réalité ou je sais pas quelle autre merde. Ou à jouer à des jeux vidéo toute la sainte journée, quoi. Je veux dire. Je crois même qu'en Russie, ils participent à combattre la corruption, il me semble bien. Hein. Je sais pas si c'est possible, ouais. C'est possible. Je crois que Vladimir Poutine compte sur eux pour débusquer les cas. Parce que chaque année, évidemment, il y a une conférence de presse en lien direct avec les populations russes. Hein. Et à chaque fois, il y a la surprise de constater qu'il y a un endroit où il y a apparemment une corruption galopante. Et il y a des cas où je crois que ça doit être ces jeunes-là qui dénoncent ces dérives. De toute façon, comme l'a très bien analysé un commentateur quand j'ai publié cet article, qui a dit en fait ça c'est des futurs cadres en fait de la République, c'est-à-dire c'est des gens qui vont s'engager à fond dans le patriotisme, la défense de la patrie, et donc ça fera de très bons cadres administratifs et politiques après pour la République. C'est une très bonne façon de construire on va dire une structure administrative et gouvernementale qui sera vraiment axée sur le bien de la République, tu vois, et pas des gens qui vont... Avec une grande intégrité, contrairement à malheureusement... Ah bah c'est sûr que ça va pas donner le même rendu que les gens qui sortent de l'ENA. Voilà, oui. Voilà, pour essayer de faire un petit parallèle. Non, voilà, le but, c'est d'essayer de faire un peu des De Gaulle bis, quoi, tu vois, ou des Vladimir Poutine bis, c'est-à-dire des gens qui ont reçu quand même une certaine instruction militaire et patriotique qui font que, effectivement, ils vont être plus intègres et vont beaucoup plus travailler dans l'intérêt de la patrie et pas avant tout dans leur intérêt à eux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est ça l'important. Et donc, avant-hier, le 9 mai, la République populaire de Donetsk célébrait les 74 ans de la victoire de l'URSS sur le nazisme. Comme chaque année depuis 2015, la RPD a organisé une parade militaire lors de laquelle soldats et équipements ont remonté la rue principale de Donetsk, suivi du défilé du régiment immortel. C'était pas bien parti parce qu'on a commencé sous la flotte. Le tout début de matinée, ça avait bien plu toute la nuit aussi, et j'étais un peu inquiète du résultat, mais malgré ça, ils sont quand même des dizaines de milliers à être venus assister au défilé. Oui. Donc ça montre bien que les gens sont vraiment attachés à l'histoire et veulent vraiment montrer qu'ils n'ont pas oublié le douloureux sacrifice qu'a enduré le peuple soviétique pour vaincre l'Allemagne nazie. Donc ça montre l'enthousiasme des gens aussi pour leur République. Hein. Je veux dire, quand tu es prêt à affronter la pluie pour venir assister à ce genre de festivités, par comparaison... je vais citer la cérémonie du 8 mai à Paris avec Micron. Il n'y avait pas un rat. Oui. Bah, il s'était arrangé pour pas avoir trop de monde à proximité non plus. Hein. Il y a eu une petite centaine d'irréductibles qui ont passé tous les trucs de sécurité, mais c'est effrayant. Ici, on est quand même dans une zone en guerre. On devrait avoir un niveau de sécurité bien plus élevé qu'en France. On est bien d'accord. Ah oui, c'est clair, oui. D'accord ? Bon, malgré ça, on avait des dizaines de milliers de spectateurs. La différence, je crois, c'est que la population combat des adversaires qui sont de l'autre côté de la ligne de front, hein, c'est-à-dire des néo-nazis essentiellement, alors qu'en France, c'est le président qui combat son propre peuple. Hein, donc oui. Donc, bon, ça montre bien que, contrairement à ce que certains trolls racontent dans les commentaires, non, les gens ne sont pas forcés de venir. Hein. Non, des gens qui seraient forcés de venir, hein, et quand il pleut comme vache qui pisse, ils viendraient pas. Hein, ça c'est clair. Donc ça permet de montrer un petit peu que non, les gens sont attachés à leur République, sont attachés à ces célébrations du jour de la victoire, et ils sont pas du tout forcés de venir. Ils viennent de leur propre gré. La preuve, même quand ils flottent, ils viennent. Non, mais je pense qu'entre de la pluie et des shrapnels, il y a pas photo. Hein. Les gens préfèrent aller sous la pluie, défiler en hommage à ceux qui se sont sacrifiés plutôt que... Voilà, parce que du shrapnel, ils en ramassent sur la tête aussi, hein, donc ils font la différence. En tout cas, Denis Pouchiline
a souligné l'importance de cette journée et puis du sacrifice du peuple soviétique dans sa déclaration au peuple du Donbass. Il a dit: le jour de la victoire est un jour férié sacré pour nous tous, c'est la fête du courage et de la bravoure, le jour où nous nous souvenons de l'acte héroïque du peuple soviétique qui a sauvé le monde du fascisme. La grande victoire de nos glorieux ancêtres libérateurs nous donne un exemple de courage et de bravoure dans notre lutte contre les néo-nazis ukrainiens qui ne cessent de tenter de s'emparer par la force de villes et villages pacifiques du Donbass. Ouais. Je trouve que le parallèle était très très juste. Comme je le disais un peu plus tôt, cette année, le défilé militaire a été marqué par la présence pour la première fois donc de la Jeune Garde, cette organisation patriotique tout juste créée. Donc là, ils ont défilé au milieu des soldats de la République, donc c'était un grand honneur pour eux quand même. Ils ont défilé avec des gens qui combattent depuis plusieurs années. Le défilé des pièces d'équipement militaire s'est ouvert comme d'habitude par le fameux char d'assaut T-34. Oui, la version 85. Voilà, je rappelle qu'on s'en est servi ici en 2014 pour de vrai. On les a sortis des musées, ces trucs-là, et ils ont été retapés et utilisés dans les combats, quoi. Donc, y compris le redoutable, j'ai bien le redoutable Joseph Staline 3, l'IS-3, qui était capable de montrer les dents efficacement contre le King Tiger, qui était considéré comme le plus gros char de toute la Seconde Guerre mondiale, quand même. Oui, donc bon, nous on n'en avait pas, on avait que un T-34, mais enfin il marche encore, donc comme quoi la conception soviétique c'était la bonne qualité quand même, plus de 74 ans après ça roule encore, et c'est impressionnant. On a eu le défilé habituel avec voilà les chars d'assaut, les BMP, les BTR, les canons, etc. On a vu pour la première fois aussi la présence de quads montés par des snipers armés de la fameuse Donchanka, donc le fameux fusil de gros calibre qui est produit par la RPD. Suivant la tradition russe, après la parade militaire, les habitants de la RPD ont massivement participé au défilé du régiment immortel, avec en première ligne le fils du défunt chef de l'État, Alexandre Zakharchenko, portant un portrait de son père assassiné l'an passé. Donc, comme je le disais, malgré le mauvais temps du début de matinée, on a eu quand même 100 000 personnes qui ont participé à cette action. Donc, sont motivés pour le faire. Oui. T'attends sous la flotte avec la photo de ton grand-père, de ta grand-mère, ou parce qu'il y avait il y avait des photos de gens qui sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait aussi des gens qui portaient des photos de proches qui sont morts lors de la guerre actuelle. Et ces 100 000 personnes ont patienté sous la flotte avant d'aller remonter toute la grande avenue de Donetsk. Faut en vouloir. Ouais, c'est voilà, clair. Tu fais pas ça quand t'es forcé, je peux t'assurer que... Non. Si on regarde la situation en Ukraine, oui, à force de jouer avec les sanctions et des contre-sanctions et les trucs les plus débiles, ça finit par faire mal. Par faire mal, puisque... Donc là, ce que je vais vous sortir, ça vient d'un analyste ukrainien quand même. C'est quand même énorme. C'est des chiffres qui sont sortis par la Fédération des employeurs d'Ukraine. D'accord ? C'est pas un analyste russe qui te sort ça, c'est le chef du département de politique économique de cette Fédération des employeurs d'Ukraine. Ça fait partie des principales victimes de la politique de Poroshenko. Oui, puisque d'après ce monsieur, donc qui s'appelle Sergei Salivon, la baisse massive des échanges commerciaux entre la Russie et l'Ukraine a entraîné des pertes importantes pour l'économie ukrainienne. Le préjudice financier pour Kiev serait 13 fois plus élevé que les pertes subies par Moscou. C'est pas une bagatelle. Non, pas vraiment, puisque d'après ce monsieur, la rhétorique anti-russe adoptée par Kiev ces dernières années a entraîné une réduction drastique du chiffre d'affaires entre les pays voisins et a privé l'Ukraine de 10% de son PIB. Là, c'est violent. Ça fait bobo. Il a dit le commerce transfrontalier de l'Ukraine avec la Russie a été divisé par 3 en 5 ans. Dans le même temps, nos exportations ont chuté plus de 4 fois, alors que les importations en provenance de Russie ont diminué de moins de 3 fois. Et il a quand même souligné que ces calculs n'incluaient pas les achats de gaz russe de l'Ukraine à la Slovaquie et à d'autres pays européens. Il dit que si on prenait en compte les importations de gaz, nous constaterions une baisse du commerce mutuel d'environ 11,5 milliards de dollars américains. Oui. C'est violent. Ouais. Et il a souligné que ce chiffre ne représente que 0,8% du PIB de la Russie, tandis que pour l'Ukraine, ça en représente 10%.
Voilà. Donc pour lui, il dit clairement, il est conscient que Kiev perd beaucoup plus que Moscou suite à cette détérioration des relations politiques et économiques. Rejoint ça par Alexandre Doudchak, analyste politique, qui a affirmé que les politiques de Kiev ces dernières années ont rendu l'économie ukrainienne non compétitive en raison du développement très lent des technologies. Bon, en clair, ils sont en train de régresser à l'âge de pierre. Oui. Il a dit clairement que certaines entreprises ukrainiennes avaient essayé de contourner en fait les sanctions. Mais il s'est avéré que les hommes d'affaires ukrainiens se sont avérés faire l'objet d'une surveillance étroite des services de sécurité du pays. Ah, oui, forcément. Ouais. Donc l'expert a déclaré qu'il était difficile pour les entreprises ukrainiennes de surmonter la crise sous une dictature totale. C'est pas un russe qui le dit. Hein. Voilà, donc là je pense que c'est révélateur. Hein. Bon, je pense que quand le SBU on a surveillé les hommes d'affaires pour les empêcher de contourner les sanctions qui sont complètement illégitimes, c'est grand délire. Et puis puisqu'on continue, rayon sanctions contre sanctions et conséquences, je vous avais dit que la Russie allait couper le robinet de pétrole. Ah oui. Bon, alors on va y revenir puisque d'après Alexandre Okhrimenko, là aussi analyste ukrainien, non mais comme ça, vous pouvez pas dire que c'est de la propagande du Kremlin. Hein. Pour lui, l'Ukraine devrait se préparer à des pénuries de carburant suite à l'introduction par la Russie donc de cette interdiction d'exportation de pétrole et de produits pétroliers. Il a déclaré à la chaîne 112 l'interdiction entrera en vigueur le 1er juin. Des pénuries de carburant suivront. Il a critiqué comme étant une provocation les sanctions de l'Ukraine contre la Russie imposées en avril. Pour lui, c'est lié à la défaite de Poroshenko lors de l'élection présidentielle. Il a dit que ça a été fait parce que Poroshenko a perdu l'élection et c'était fait exprès. C'était une décision stupide et provocatrice. Il a ajouté qu'après cela, l'Ukraine n'avait plus qu'à attendre que la Russie se venge. Il a dit tout le monde savait que la Russie riposterait. La Russie a imposé des restrictions sur l'approvisionnement en carburant, ce qui est un grand problème pour l'Ukraine. Pour lui, il pense que le but de la provocation, c'était de créer des problèmes pour Zelensky, c'est-à-dire on continue dans le savonnage de planche. Ouais. Il a dit tout le monde savait très bien que les sanctions n'étaient pas du tout nécessaires. Nos sanctions ne peuvent pas nuire à l'économie russe. Malheureusement, les pertes de l'Ukraine seront bien pires, quoi qu'en disent certains. Donc ça rejoint ce que je disais de l'article précédent. Ils foncent dans le mur. Voilà, avec leurs sanctions débiles. En gros, ils font des pichenettes à la Russie pendant que la Russie leur met des grandes droites, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire. Des grands crochets, oui. Voilà. Côté justice, donc j'avais parlé de cette libération de Nadia Savchenko et Vladimir Rouban, mais enfin ils sont pas encore sortis d'affaire. Savchenko a déclaré qu'elle craignait pour sa vie. Elle a dit les autorités m'espionnent, moi et les membres de mon parti. Je vérifie ma voiture à chaque fois pour voir si une bombe n'y a pas été placée. C'est ce qu'elle a déclaré mardi après une séance d'audience sur son cas. Le tribunal de district de la ville de Brovary de la région de Kiev a reporté au 31 mai une audience sur l'affaire Savchenko en raison de l'absence de 2 avocats. Le chef du corps des officiers Vladimir Rouban et Savchenko sont, je le rappelle, inculpés ensemble dans cette affaire. Les procureurs ukrainiens veulent demander de nouveau l'arrestation de Savchenko et Rouban pour 2 mois lors de la prochaine session. Donc ils sont toujours pas sortis des ronces, mais bon, ça... C'est effarant, hein, la déchéance de l'ex-Jeanne d'Arc de la révolution ukrainienne. Hein. Il a suffi qu'elle soit un petit peu plus équilibrée avec des propos qui était quand même censé par rapport au Donbass. Je pense que c'est surtout son opposition à Poroshenko et je pense le fait qu'elle a voulu se présenter lors de l'élection présidentielle. Je pense qu'elle aurait peut-être pu avoir ses chances, elle. Ça aurait été possible. Hein. Ouais. Ça aurait été possible parce qu'elle bénéficie quand même d'un bon capital sympathie quand même. Je pense que comme elle a été mise en prison, c'était pour l'empêcher justement. Ah oui, bien sûr. Donc, la saga juridique continue. Hein. Oui. Et puis pour ceux qui viennent me dire que l'Ukraine vient libérer le Donbass et que ceux qui nous ont chié une galette à propos de la décision de Vladimir Poutine donc d'accorder la possibilité d'obtenir la citoyenneté russe pour les habitants du Donbass via une procédure simplifiée. En plus, vous avez hurlé sur tous les toits que les citoyens du Donbass sont des citoyens ukrainiens. Oui, quand ça les arrange, quoi.
quand ça les arrange. Alors j'en ai encore une belle preuve. Je pense que c'est tellement édifiant que ça se passera de commentaires. On a un ministre ukrainien, ministre de la politique sociale quand même. Quand vous allez écouter ce qu'il raconte, c'est... C'est l'équipe à Poroshenko, hein, c'est les amis des néo-nazis, hein, donc forcément... Hein. Donc c'est ce cher Andriy Reva. Et donc la BBC a fait un reportage montrant les heures de file d'attente au point de passage de la ligne de front quand les retraités vont en Ukraine chercher leur retraite, pointant même que certains meurent à cause de ça, parce que je rappelle qu'on a déjà eu plusieurs cas de personnes âgées qui mouraient à cause des temps d'attente absolument dithyrambiques. La journaliste a demandé au ministre de commenter cette situation. Voilà sa réponse. Sa réponse texto, que j'ai traduite. Accouchez-vous bien. Préparez le sac à vomi, par contre. Je vous préviens avant. Il a dit « Tous ceux qui sont pro-Ukraine sont partis. Ceux qui veulent recevoir 2 retraites à la fois ici et là-bas, laissons-les souffrir. Je ne ressens aucune pitié pour eux. Je vais vous le dire honnêtement. Je ressens de la pitié pour ces soldats, les officiers et leurs familles qui ont été tués à cause de ces salopards. » Alors, vu ce que tes soldats font ici... J'ai bien envie de te dire, ferme-la. Oui, mais définitivement, toi aussi. Ouais. Non, mais c'est un bras tendu. Moi, c'est pour les salopards qui commettent des crimes de guerre et qui tuent des civils que j'ai aucune pitié. Moi, tu vois, moi, ma pitié, elle va justement à ces civils et aux retraités. Alors, ces retraités, pourquoi ils essaient d'obtenir les retraites des 2 côtés? Tout simplement parce que de toute façon, d'un côté comme de l'autre, elles sont pas suffisantes pour vivre. Sur même côté ukrainien, les gens vivent avec 50 euros par mois. Ouais, c'est dérisoire. C'est voilà, donc les gens ici essaient en fait de cumuler pour s'en sortir un peu mieux, c'est tout. C'est pas de la malhonnêteté. De toute façon, ils ont cotisé pendant toute leur vie dans le système de retraite ukrainien, ils y ont droit. Donc, voilà. La journaliste est restée quand même assez impassible pendant cette tirade, mais enfin, elle a quand même posé une petite question pour essayer de tacler un peu le truc. Elle dit, est-ce qu'un pays qui veut rejoindre l'Union européenne est censé traiter ses citoyens de cette manière? Oui. Très bonne question. Alors la réponse, ça vaut quand même son pesant d'or. Sont-ils des citoyens ukrainiens? Ce n'est pas l'Ukraine qui les traite de cette manière. La seule manière pour ces personnes de ne plus souffrir est de mettre fin à la guerre. Pour ça, les occupants doivent quitter le territoire ukrainien, c'est tout. Donc ce mec contredit dans une interview à la BBC les grandes déclarations larmoyantes de Kiev, Washington & Co. Comme quoi les habitants du Donbass sont des citoyens ukrainiens. Sans parler du fait que ce soit sur la réalité de la jusque Z, parce qu'il n'y a pas d'occupants. Ces gens-là sont nés ici, ils n'ont pas à partir. Bah oui. C'est leur terre, ils sont nés ici, la plupart sont propriétaires de leur logement, de leur lopin de terre. Puis pas que, je veux dire, ça dure depuis plusieurs générations quand même. Voilà. Et puis c'est bien Kiev qui maltraite sa population, et pas un occupant imaginaire. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé un des intervenants du débat lors duquel cette interview du ministre ukrainien a été citée. On mettra le lien de cette émission sur la télé russe, les sous-titrés en anglais. C'est Kiev qui impose un blocus économique total au Donbass, c'est pas la Russie. Ouais. Quand tu veux mettre fin à une occupation, tu laisses pas ta population crever de faim. Tu lui coupes pas la flotte, tu lui coupes pas l'électricité. Je veux dire, ça rime à rien. Je veux dire, ça a aucun sens. Tu punis pas tes citoyens pour une occupation. Si tu les punis, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Je veux dire, voilà. Et si en grande majorité ils sont d'accord pour être occupés par la Russie, c'est que c'est pas une occupation. On est bien d'accord. Je veux dire, à un moment. Ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je veux dire, à un moment, faut être logique. Mais faut arrêter de dire un coup, oui, mais c'est des citoyens ukrainiens, puis après, oui, mais non, c'est pas des citoyens ukrainiens. Désolé, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, c'est pas. Ceci dit, concernant la pseudo-occupation russe du Donbass, on attend toujours des photos non trafiquées et qui n'ont pas été prises durant. La guerre d'Ossétie du Sud de 2008. Voilà. Moi, j'attends toujours, puis moi j'attends toujours qu'on me montre un soldat russe ici. J'en ai toujours pas vu un seul. Ça fait plus de 3 ans que je vis ici. J'en ai pas vu un. Voilà. Donc, je sais pas, vous les avez cherchés ou vus, mais bon, faut arrêter la colle. Alors, pendant ce temps-là à Kiev,
Et ben pendant ce temps-là, une jeune militaire ukrainienne a perdu connaissance le 6 mai pendant l'allocution de Petro Poroshenko devant des soldats de la région justement de Donetsk. Bon, c'est pas la première fois que ça a lieu. Hein. Non. Il attire la poisse, hein, c'est effrayant. Donc, il était en train d'évoquer les armements qui viendront renforcer les troupes sur le front du Donbass quand cette jeune femme est tombée dans les pommes. Plusieurs de ces militaires donc étaient alignés derrière Petro Poroshenko et alors qu'il évoquait les armes qui viendront renforcer les troupes, elle s'est effondrée par terre. Le président a écourté son allocution et a aidé à évacuer la militaire en déclarant « ça arrive ». Une dizaine de minutes plus tard, la jeune femme réintégrait le rang et interrogée au sujet de son état par Petro Poroshenko, elle a répondu que tout allait bien et qu'il lui avait été conseillé d'enlever son gilet pare-balles. Bon, si elle n'est pas capable de porter son gilet pare-balles, je ne sais pas ce qu'elle fout dans l'armée. Oui. Voilà, je vous pose une question très simple. Voilà. Bon, c'est pas le premier cas d'évanouissement en présence de Porky. En 2014, lors de la cérémonie de prestation de serment, un soldat s'était évanoui au moment où Poroshenko passait à côté de lui. C'est à se demander s'il avait le mauvais œil déjà dès l'époque. Hein. Ouais, ou alors est-ce qu'il dégage des vapeurs d'alcool tellement fortes que tu tombes par terre? Oui, c'est une autre possibilité, oui, effectivement. Ouais. Moi, j'ai connu une professeure qui était comme ça, qui était alcoolique au dernier degré. Quand elle passait à côté de toi, tu manquais de tomber par terre. D'accord. Mais parce qu'elle était imbibée d'alcool. Elle schlinguait l'alcool à des kilomètres. Ah ouais. Tu tombais en coma éthylique juste de respirer son haleine, quoi. Voilà. C'est peut-être le cas avec Porky aussi. Hein. En 2018 aussi, il y a eu plusieurs cas. Hein. Le 26 mars, pendant une minute de silence dédiée à la mémoire de militaires de la garde nationale, le porte-drapeau qui se sentait défaillir avait dû s'adosser à un mur. En mai 2018, un adolescent d'un lycée d'Ivano-Frankivsk est tombé dans les pommes pendant que le président parlait de la nécessité pour l'Ukraine de rétablir son contrôle sur la Crimée et le Donbass. Le 24 août, lors du défilé à l'occasion de la journée de l'indépendance, 2 soldats ont perdu connaissance, dont un pendant le discours de Poroshenko et l'autre pendant la minute de silence à la mémoire des morts. Et le dernier cas, c'était le 3 décembre, quand Lyudmila Denisova, chargée des droits de l'homme au Parlement ukrainien, s'est évanouie pendant un discours du président retransmis en direct sur la chaîne ICTV. Et même le fils de Porky a été victime d'une perte de connaissance en 2014 lors d'un office pour l'Ukraine célébré dans la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev. Oui, mais non, c'est mauvais œil, c'est clair. Ou les vapeurs d'alcool. Moi, j'opte pour les vapeurs d'alcool. Oui. Plus terre à terre, peut-être. Oui, je te dis, j'ai déjà vu un exemple comme ça, et non, c'est véridique. Quand t'as quelqu'un qui est vraiment imbibé à ce point-là, je veux dire, tu respires les effluves, tu finis par tomber dans les pommes, quoi. Dans son cas, lui, la consommation d'alcool, c'est un cas de conscience. Hein. Il a fait tellement de choses pourries qu'il doit avoir du mal à dormir hein, la nuit. Hein. Ah bah écoute, je sais pas. Mais bon. Hein? C'est assez... Voilà quoi. Donc voilà, c'était le CITREV. Donc là aujourd'hui c'était le jour de la République. Donc ici, je vais éditer la vidéo, la publier, j'espère encore ce soir. Je vous publierai aussi la vidéo d'une valse de tank, une valse de char d'assaut, qui a eu lieu hier au pied de Savo Mogila. C'est assez impressionnant. Je ne savais pas que des chars d'assaut pouvaient danser, mais c'était très bien fait. C'est un très beau spectacle. Je vous recommande de regarder la vidéo en musique. C'est un des moyens possibles pour labourer un champ aussi. Hein. Ça, c'est pas mal. Voilà, on l'a pas fait dans un champ, on l'a fait sur le parking qui était au pied de Savo Mogila. Mais c'est impressionnant. C'est un exercice de dextérité. Des soldats de la République qui montrent que voilà ils maîtrisent leurs engins vraiment à la perfection. Il y a eu ensuite des petits exercices de précision du genre couper un chou, couper une pomme avec le canon le canon du char. Donc ils avaient armé le canon d'un couteau et puis le soldat qui était en charge de ça devait bien viser pour couper le chou puis la pomme en deux. D'accord. Donc ça c'était pas mal non plus. Ouais. Donc vraiment je vous recommande ça d'aller regarder. Je mettrai je pense les deux vidéos ensemble dans un article. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain CITREP.
la semaine qui vient, ça va peut-être être un petit peu calme aussi niveau publication. Enfin, je me repose. Ouais. On a mené beaucoup de missions humanitaires et de reportages avec la délégation française en plus des festivités, et donc je suis exténuée. Donc voilà, que les gens s'affolent pas. Si pendant les 2-3 premiers jours, je vais être relativement calme en dehors de la publication du CITREP et de celui de celle du jour de la République, mais après, je me repose un peu parce que sinon je vais pas tenir. Donc voilà. Aucun souci. Donc c'est la semaine prochaine. Merci encore une fois, Christelle. À la semaine prochaine, à samedi prochain. Au revoir.